Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Pierre Gentillet. Bonjour, maître. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialisé en droit fiscal, des associations, des fonds de dotation et également vous enseignez également à l'université le droit privé et les libertés fondamentales. Et vous avez aussi ferraillé sur certains plateaux de télévision, devant des juridictions aussi à l'occasion, et puis même également, on vous voit sur Twitter parfois délivrer quelques punchlines pour marquer votre opposition à la politique sanitaire et en particulier au fameux pass. Et donc on vous a invité pour revenir un peu sur maintenant plus d'un an et demi de délire croissant, pourrait-on dire. En tout cas, vous, ce qui vous a frappé, c'est qu'on a vécu une crise de l'état de droit. L'état de droit a failli dans son application à notre pays depuis début 2020. Oui, tout à fait, à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, ça nous emmène dans une très grande discussion, parce qu'effectivement, l'état de droit, bon, c'est une vieille histoire. Mais c'est-à-dire que, vous savez, moi, j'ai fait des études de droit, j'enseigne le droit, et c'est vrai que ce qui est vendu à l'étranger comme étant l'outil le plus sexy du monde occidental démocrate, c'est que nous, on a inventé l'état de droit. Alors, l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est qu'il y a des normes, il y a des grands principes juridiques qui enferment nos dirigeants et qui les contraignent. Et parmi ces principes juridiques, il y a notamment le respect des libertés fondamentales. Alors, il est possible, nous dit-on, d'attenter à certaines libertés fondamentales, à condition, bien sûr, que cette atteinte soit justifiée et proportionnée au regard de l'objectif à atteindre, ici, la préservation de la santé et lutter contre un phénomène épidémique réel, bien sûr. Là, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le garant, ça j'en avais un peu parlé, je crois encore il y a quelques jours, le garant principal de notre état de droit en France, c'est le juge. Et le juge le plus garant de nos libertés fondamentales, c'est le juge constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel. Et je pense, et beaucoup a été écrit là-dessus, on a été beaucoup d'avocats, il y a des professeurs, de grands professeurs de droit qui ont écrit sur au fond, l'atteinte totalement disproportionnée que constituait ce pass sanitaire à nos libertés fondamentales. Moi, je pense que là-dessus, il y a eu une vraie faillite de notre état de droit. Le Conseil constitutionnel a refusé, au fond, d'étudier le vrai sujet. Le Conseil constitutionnel a balayé d'un revers de main, parce qu'au fond, là, on vient sur des sujets gigantesques, mais parce que cette décision est très importante. Le pass sanitaire portait atteinte à tout ça, un certain nombre de libertés fondamentales. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même l'a reconnu. La question n'était donc pas de savoir s'il y avait une atteinte aux libertés fondamentales, mais si elle était proportionnée au regard de l'objectif à atteindre. Et évidemment, cet exercice de proportion, c'est le juge qui va le faire. Mais il doit le faire, et il y a complètement renoncé. Parce que la proportion, c'est une proportion vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la situation sanitaire. La situation sanitaire fin juillet, ce n'est pas la situation sanitaire d'il y a un an. Ce n'est pas la situation sanitaire d'avril. Aujourd'hui en fin octobre, ou même en juillet, au moment où le Conseil constitutionnel rend son avis, le contexte a complètement changé. Je veux dire, on n'est pas... déjà, on n'a jamais été face à un virus qui est la peste noire. Nous avons une arme contre ce virus qui est le vaccin, qui, je pense, est une bonne arme contre les personnes fragiles, mais qu'elles ont la liberté d'utiliser ou pas. À partir du moment où nous avons cette arme, je trouve tout à fait disproportionné le fait de nous retirer à nous tous une liberté. Vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas vacciné. Si je décide de ne pas me vacciner, je ne comprends pas quel est le risque que je vais poser à la société. Parce que faisons un petit... C'est un peu long, excusez-moi, j'ai tendance à m'étendre. Mais, en tant que non-vacciné, je me teste de temps en temps. Je vais voir une personne qui est... admettons que je sois porteur du virus, ce qui est tout à fait possible. Soit je m'adresse à une personne qui est vaccinée, et à ce moment-là, quel est le problème? Puisque cette personne vaccinée n'a quasiment aucune chance de faire une forme grave. Si je vais voir une personne qui, en revanche, est non vaccinée,
l'écrasante majorité des gens qui sont non vaccinés aujourd'hui en France sont des gens qui ne sont pas considérés comme population fragile. Et surtout qu'ils le sont par choix, parce que pour être non vacciné en France, il faut le vouloir aujourd'hui. Ce que j'allais vous dire, c'est que même pour ces personnes, minorités qui sont fragiles et non vaccinées, c'est par choix. Donc si vous voulez, à un moment, on n'est pas des enfants. Et il va falloir quand même revenir sur Terre et respecter le principe que les Anglais ont appliqué d'ailleurs, de responsabilité individuelle et de liberté individuelle. Boris Johnson, en juin-juillet, a dit « Maintenant, il n'y aura plus de confinement. On a le vaccin, donc si vous vous faites vacciner, eh bien écoutez, très bien, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, c'est pareil. Mais le pays ne va plus s'arrêter parce que maintenant, la donne a changé. » Donc vous voyez, le Conseil constitutionnel aurait dû normalement tenir compte de ça. Il aurait dû tenir compte aussi du fait que, dans sa décision, le Conseil constitutionnel dit que le pass sanitaire est bon pour limiter la circulation du virus. Mais en fait, au moment où le Conseil constitutionnel rend cette décision, il y a des études israéliennes, qui d'ailleurs sont confirmées après par les études américaines, par des études suédoises, qui montrent, au fond, que l'efficacité du vaccin décroît, et surtout que le vaccin empêche de moins en moins la circulation du virus. Ça veut dire concrètement que quand moi, non vacciné mais testé, je vais dans un restaurant et que je suis en contact de personnes vaccinées, en fait, les vaccinés peuvent transmettre. Ils ont un permis de contaminer avec ça. Donc, vous voyez, non seulement l'objectif de ce pass n'est pas sanitaire, et il est absurde. Le Conseil scientifique lui-même, en France, d'ailleurs, sans même parler des études ou des expériences dans d'autres pays qui ont vacciné plus tôt ou plus massivement avant nous, le Conseil scientifique en France lui-même a reconnu récemment que le pass sanitaire en lui-même n'avait pas d'intérêt d'un point de vue épidémiologique. En fait, l'intérêt du pass sanitaire ne disait pas son nom au départ, et maintenant tout le monde le dit. C'était de faire vacciner les gens. Ouais. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par la vaccination obligatoire? Parce que ça, c'est une vaccination coercitive. Parce que juridiquement et politiquement, c'était sans doute intenable. Surtout politiquement. Je pense que juridiquement, c'était faisable. Vous savez, le droit, on peut le tordre dans tous les sens, on l'a vu. On en a vu quelques exemples récents. Mais c'est que politiquement, c'est compliqué. Ouais. Parce que si vous décidez d'imposer la vaccination à tout le monde, ça signifie donc que vous, gouvernants, vous, ministres de la Santé, vous engagez votre responsabilité pour les gens qui ont été forcés de se faire vacciner et qui font des formes graves à l'issue d'effets secondaires. Et ça, c'était pas supportable. Et ça nous amène à une autre discussion qu'on avait, qui est au fond que les politiques, comment dirais-je, pendant cette crise, on n'est pas mort de la suractivité des politiques. C'est pas Véran qui nous a asphyxiés, c'est pas Véran qui a mis sous cloche nos libertés fondamentales. C'est qu'au contraire, la lâcheté et l'inaction de nos politiques qui, en permanence, par trouille de répression et par trouille tout court, se sont réfugiés derrière les instances scientifiques, derrière les laboratoires, derrière certaines études du Lancet, complètement foireuses, et bien sûr, je l'ai dit, derrière le conseil scientifique. À chaque fois qu'il y avait une prise de parole d'Olivier Véran sur une mesure importante concernant la situation sanitaire, que ce soit au moment du confinement ou au moment du pass sanitaire, ou même Castex, c'était toujours précédé par un avis du conseil scientifique, où je le rappelle quand même, quand vous regardez la composition de ce conseil scientifique, vous avez seulement, sur 9 ou 10 personnes, à peine 3 ou 4 qui connaissent le sujet, à peine 3 ou 4 qui sont épidémiologistes. On peut parler aussi des conflits d'intérêts. Et alors effectivement, il y avait une étude, il y avait un reportage qui a été paru effectivement là-dessus sur les conflits d'intérêts, mais ça on n'en parle pas. Alors que, enfin, vous savez, j'en avais discuté. Je fais une confidence, non, j'étais sur un plateau télé avec une dame Madame Rubirola, je crois, qui est médecin. Et à un moment, elle disait, mais je ne comprends pas que, au fond, il y a une telle défiance vis-à-vis de ce vaccin, parce que le pass sanitaire, elle le reconnaissait elle-même, une vaccination déguisée, obligatoire déguisée. Et je lui disais, mais vous savez, en fait, les gens ont un avis, et les gens ont des raisons de douter, et les gens ont le droit. Vous savez, on vit dans une époque tellement comment dirais-je, tellement oppressive sur le plan du climat intellectuel et politique, qu'aujourd'hui, le fait de douter, le fait de se poser des questions, si on se pose en question, c'est qu'on remet en cause tout le système. Je veux dire, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de psychiatrique derrière tout ça. Ce que je lui disais, mais vous savez, en fait, vous ne comprenez pas les gens, mais moi, je comprends les gens qui ne veulent pas vacciner et les gens qui sont
contre ce pass et contre, en fait, même ce vaccin, c'est parce que ce vaccin est relativement récent, et parce qu'encore une fois, les acteurs qui ont produit ce vaccin ne font pas confiance aux gens. Quand vous voyez que Pfizer a été condamné à plusieurs millions de dollars par les États-Unis et par la Chine, il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, plusieurs condamnations, vous savez, on demande de l'exemplarité aux politiques. J'entendais je crois que c'est le représentant du Parti communiste, Fabien Roussel, qui disait que il ne fallait pas que le candidat à la présidence de la République soit condamné. On demande de l'exemplarité judiciaire aux politiques. Par contre, quand on parle d'exemplarité judiciaire pour les laboratoires, là, c'est du complotisme. Moi, je pense, encore une fois, moi, si vous voulez, je ne suis pas un scientifique. Je suis un juriste, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut maintenir au mieux les libertés fondamentales, tout en comprenant qu'il y a des impératifs d'ordre public à satisfaire, dont un impératif sanitaire. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être hystérique. Les gens ont le droit d'avoir un avis. Ce vaccin est récent. Il est sur une technologie appliquée au vaccin qui est récente. Donc, si les gens ne veulent pas, les gens ont le droit. Je termine en vous disant que le vaccin sur l'hépatite B, c'est ce que je l'avais dit d'ailleurs, le vaccin sur l'hépatite B, il a été... les premières injections ont eu lieu en 1981. Il a été rendu obligatoire pour les soignants en 1991, 10 ans après, et intégré au schéma vaccinal pour les enfants en 1994. Donc si vous voulez, je pense que des anti-vaccins, il n'y en a quasiment pas. Je pense simplement, parce qu'en fait on est tous, à peu près tous vaccinés au début de l'enfance, c'est juste de dire, écoutez, laissez-nous faire notre propre bénéfice-risque, surtout pour des enfants ou pour des jeunes qui n'ont, je le rappelle, quasiment aucune chance de mourir. Je vais juste rappeler quand même un chiffre. Vous l'avez rappelé récemment sur Twitter. Voilà, vous me suivez. Je balance en permanence ce tableau de l'Institut national des études et des statistiques, donc Institut d'État, et qui rappelle quand même que des enfants de moins, les moins de 19 ans, les personnes de 0 à 19 ans, du début de la crise jusqu'au 15 juillet, c'est 0 mort pour ceux qui n'avaient pas de comorbidité. C'est 19 du début de la crise jusqu'au 15 juillet dernier pour ceux qui avaient des comorbidités. 19. Alors, je connais l'argument, et je l'ai entendu sur les plateaux télé, de dire mais il y a des gens qui meurent, venez dans mon service, venez dans ma salle de réa. Mais le monde et les libertés fondamentales n'ont pas à s'arrêter à une salle de réa. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, de toute façon, une salle de réa, c'est jamais un moment agréable. Et personne ne dit... Moi, je ne me réjouis pas que des gens meurent, vous voyez. Ce que je me dis juste, c'est qu'en fait, à un moment, il va quand même falloir faire l'arbitrage entre la salle de réa et les libertés fondamentales de la totalité de la population. Mais c'est un cas typique d'hystérisation, de la psychiatrisation dont vous parliez. C'est un cas de sophistique on ne peut pas mettre aussi. En doute c'est un argument d'autorité. Sans avoir l'air de vouloir souhaiter que des jeunes meurent par centaines en réanimation. Oui, et c'est une méthode typique de la sophistique. J'entendais encore, c'était sur un plateau télé, un jeune docteur, un jeune médecin. Ça, on en a vu des médecins plateau télé qui arrivaient. On y viendra, vous en avez croisé quelques-uns. Et qui disaient, mais il y a des gens qui meurent, venez, je vous emmène dans ma salle de réanimation. Je dis, mais si on raisonne comme ça, c'est terminé. Il n'y a plus de débat. On ne peut plus débattre sur le plan des idées. C'est vraiment, c'est la fin de la pensée, ça. Alors, pour revenir aux politiques, vous avez dit que, paradoxalement, on s'est beaucoup opposé, on s'est beaucoup plaint, on a beaucoup pâti d'un autoritarisme du politique, mais vous jugez qu'en réalité, le politique n'a pas assez fait preuve d'autorité. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que je prenais l'exemple de Boris Johnson. Boris Johnson s'est affranchi des scientifiques. Oui, mais alors, il y a toujours quelques mesures. Là, ils repartent. Oui, mais je veux dire, encore une fois. En tout cas pour les contaminations. Mais alors déjà, c'est pas les contaminations, c'est les cas positifs. Oui. Et tous les cas positifs ne sont pas des contaminations. Premier élément. Deuxième chose, le fait qu'il y ait des contaminations n'est pas en soi un problème. Le problème, ce sont les cas graves et les hospitalisations. Ce qui suppose deux choses. Un, de mettre l'accent sur les populations fragiles. Et deuxièmement, peut-être, de renforcer les lits d'hôpitaux. De renforcer les places de réanimation et pas de fermer les places de réa. 5700 lits ont été fermés en 2020. Un article du Monde l'a montré. Gabriel Attal a annoncé cette semaine qu'ils avaient commandé une enquête, pour comprendre alors ça, c'est génial, ça. Les personnels soignants faisaient défection. Olivier Véran a expliqué lui aussi qu'il
qui ne comprenait pas qu'il avait été surpris de découvrir des sous-effectifs et des démissions en masse dans certains services. Non mais on se fout de nous. Vraiment, on se fout de nous, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement qui nous a menti depuis 1 an et demi, de manière répétée, je vais quand même rappeler, les masques, ça sert à rien, les masques, on n'en a pas, puis après, c'est obligatoire. C'est obligatoire, attendez, je termine, c'est obligatoire à l'air libre, et puis finalement, au bout d'1 an, on se rend compte que ça l'est pas, sachant que ça fait 6 mois que des études le montrent. Le pass sanitaire, ça n'arrivera jamais, finalement, ça arrive. L'extension du pass sanitaire intervient, alors que 2 mois avant, Clément Beaune, Gabriel Attal, tout le gouvernement nous disait non, jamais. Le 25, parce qu'on peut continuer, le 25 juillet, au moment où on vote le pass sanitaire appliqué aux activités de la vie quotidienne qui ne devait jamais arriver, Olivier Véran dit, devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale, le pass sanitaire a vocation à être limité, il est hors de question qu'il s'étende au-delà de la date fixée par le projet de loi le 15 novembre. Qu'est-ce qu'on nous annonce? C'est pas reconduit pour 3 mois, c'est reconduit pour quasiment 1 an. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir confiance? Et là, il y a une vraie crise des institutions, mais encore plus qu'avant. Quelle confiance on peut avoir à un gouvernement qui nous dit « je vais enquêter, je vais faire une enquête impartiale, indépendante, pour savoir ce que moi, comme mesure, j'ai pris, pour savoir si c'était des fautes ou pas. » Et je vais même mettre une propre note. Vous savez, si ça marche pour les enfants de 4 ans. Si vous dites à un enfant de 6 ans, sa bêtise, non mais un enfant de 6 ans qui fait une dictée et vous lui dites tiens, corrige-toi toi-même et puis mets-toi la note que tu veux. Vous savez, il y a des chances qu'ils mettent une note un peu plus élevée que ce qui est la réalité. Mais il faut vraiment avoir 5 ans pour comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'on se fout de nous quand on nous dit qu'il va y avoir une enquête. On se fout de nous. Et d'ailleurs, dans la liste de mensonges que vous avez dressés, enfin seulement une partie en tout cas, les plus emblématiques, beaucoup des politiques de l'exécutif qui s'en défendent disent que c'est lié à l'évolution du consensus scientifique et tout, ce qui évidemment ne trompe personne. Mais dans la défaillance générale que vous diagnostiquez du politique et des institutions, quelle est la part des choses entre une défaillance qui serait plus culturelle, intellectuelle, de mauvaise perception de ce qui est réellement la science, de ce qui est réellement la santé, de mauvaise appréhension des politiques qui ont tout remis dans les mains du conseil scientifique et d'autres. Donc une défaillance qu'on pourrait dire plutôt culturelle, civilisationnelle, et puis peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus structurel dans des institutions dont vous l'avez évoqué, elles ont failli. François Sureau, qui est un grand avocat au Conseil d'État, avait dit qu'ils étaient indignés que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel se soient mis en vacances, c'était ses termes. Thibaut Mercier du Cercle Droit et Liberté, que vous connaissez bien, avait dit aussi que la consanguinité du Conseil d'État était un problème dans son rôle de juge. Alors, est-ce qu'il y a une défaillance plutôt technique ou plutôt intellectuelle? Il y a une défaillance au niveau des institutions qui sont censées garantir nos libertés. Une défaillance organique pour moi. Et il y a une défaillance sur l'objet même de notre droit, et ça je vais essayer de l'expliquer correctement. Sur les institutions tout d'abord, le Conseil d'État a des rapports quasi consanguins avec l'État, c'est même tautologique de l'expliquer. Le Conseil d'État a rejeté tous les arguments qui étaient déposés par référé devant lui et qui étaient... je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu rejeter comme ça, si facilement, d'un revers de main, méprisant ces arguments. Et puis, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, vous savez, les gens ne le savent pas, et j'ai essayé de l'expliquer, mais on ne le dit jamais assez. Vous savez, en droit, vous savez ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. D'accord ? C'est-à-dire que le principe, c'est qu'une norme supérieure efface une norme inférieure. Vous avez tout en bas les décrets, ensuite vous avez la loi, les traités internationaux et la Constitution. Le Conseil constitutionnel... C'est contesté, les traités internationaux et la Constitution. Non, du point de vue... Oui, je sais, mais du point de vue national français, la Constitution reste supérieure. Rassurez-vous. Il y a eu des débats récents là-dessus. Mais ça reste supérieur. Là-dessus, je pourrais vous faire une émission aussi, il n'y a pas de problème. On y reviendra plus tard. Mais le point ici, c'est que la loi, donc, qui est votée par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, donc les représentants du peuple, le Conseil constitutionnel a une autorité supérieure aux lois. Le Conseil constitutionnel, c'est 9 juges. Donc il y a 9 personnes qui ont un pouvoir plus important que les centaines de parlementaires qui sont élus par
les 70 millions de Français. Donc c'est un pouvoir considérable. Parce que le Conseil constitutionnel va regarder les textes fondamentaux de la Constitution en elle-même, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis des principes, comme ça, qui dégagent des principes non écrits, qu'il est seul à même de juger. Et vous comprenez déjà un peu le danger. Et là, le Conseil constitutionnel, qui normalement est prompt à garantir toutes les libertés fondamentales. On l'a vu notamment vis-à-vis de Cédric Herrou dans un arrêt rendu en 2018 où, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, le Conseil constitutionnel généralement surprotège, surprotège certaines libertés, mais là, curieusement, le Conseil constitutionnel, c'est absolu. Et je pense que ça doit nous amener à une réflexion déjà, de l'efficacité de ces grands principes de droit qui finalement, quand ils doivent servir le peuple, ne le font pas. Et puis aussi, pardon, ça il faut le dire, la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 juges, plus les anciens présidents de la République. Ces 9 juges, 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, et 3 par le président de la République. Donc dans leur mode de nomination, ce sont des politiques. Deuxièmement, la composition elle-même du Conseil constitutionnel. Sur les 9 membres, vous avez 4 anciens parlementaires. Et vous avez des magistrats qui sont un peu politiques quand même. Il y a une ancienne, Madame Maestracci, qui est une ancienne représentante du syndicat de la magistrature. Donc vous avez des gens qui sont pas si partiaux et pas si... peut-être même pas si indépendants que ça, finalement. Et vous savez, il y a aussi des hauts fonctionnaires, mais bon, des hauts fonctionnaires, c'est pas parce qu'ils sont nommés subitement au Conseil constitutionnel qu'ils n'entretiennent plus des liens d'amitié ou d'affinité avec leurs anciens, collègues de l'État. Donc, vous voyez, la consanguinité, elle est manifeste. Alors, je ne sais pas si la décision a été prise comme ça pour ces proximités, mais c'est une présomption qu'on ne peut pas accepter. Il y a un terreau, en tout cas. Et tout ça, encore une fois, même si le Conseil constitutionnel s'est peut-être prononcé sans ce risque que j'évoquais, le simple fait qu'il y ait ce risque, le simple fait que nous nous posions ces questions, est un problème. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un problème au niveau des institutions. Et puis après, j'en viens au point qui, pour moi, est fondamental. Et c'est ce qu'a révélé notre crise. C'est qu'il faut vraiment qu'on repense, et ça doit nous amener à vraiment une très vieille réflexion. Vous savez, c'est grâce aux crises qu'on évolue, qu'on progresse. À repenser ce qu'est notre droit. À quoi sert le droit? Regardez par exemple le pass sanitaire. On obéit au pass sanitaire, au fond, pas pour des raisons sanitaires. On ne s'est pas fait vacciner pour des raisons sanitaires. On se fait vacciner l'immense majorité des gens. D'ailleurs, le gouvernement avait bon dos de dire « Ah, c'est fantastique, les gens sont convaincus par la vaccination. » Ils ne sont pas convaincus par la vaccination. Ils sont convaincus parce qu'ils veulent préserver, et ils pensent, en scannant un QR code à chaque activité de la vie quotidienne, préserver leur liberté fondamentale. C'est le chemin vers la liberté. C'était une formule non, mais c'est tout le paradoxe. Hallucinante. C'est le paradoxe. Mais si vous voulez, le paradoxe, c'est qu'on n'obéit plus à la règle, on n'obéit plus au droit parce qu'il est juste, nous obéissons au droit, et ici à la loi, parce qu'elle est la loi et parce que nous avons peur de la sanction. Et là, c'est le problème fondamental. L'assentiment d'un peuple aux normes qu'il régisse, ce doit être, non pas le droit pour le droit, ça c'est l'école des positivistes, à laquelle je n'appartiens pas, c'est le droit parce que le droit est juste et légitime. Légitime par les institutions qu'ils mettent en place, on en a parlé, et juste parce qu'il correspond aux aspirations et aux intérêts du peuple. Là, on en parle parce que c'est le pass sanitaire, on pourra en parler pour tout un tas de problèmes. Je vous parlais de Cédric Herrou tout à l'heure, je fais une toute petite digression. Rappelez peut-être le cas. Je rappelle effectivement le cas Cédric Herrou, et après j'arrive sur ce parce que ça nous amène à une discussion plus générale, mais je trouve cette discussion importante. Cédric Herrou, c'est un agriculteur, en fait un militant d'extrême gauche qui avait fait passer, vous savez, à la frontière italienne, des personnes en situation irrégulière. C'est un délit, d'accord? Ça a été rebaptisé délit de solidarité, je trouve ça complètement fou. Et le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer, au fond, pour savoir si Cédric Herrou devait être condamné, si en tout cas la loi qui fondait la condamnation de Cédric Herrou, qui avait fait passer des personnes en situation irrégulière sur notre sol, était juste, était conforme à la Constitution et aux principes. Et là, le Conseil constitutionnel a dit, bon, écoutez, je vous jure que c'est vrai, j'ai lu la décision. Il a marqué 3 fois le mot fraternité dans la Constitution de 1958.
Donc, je vous promets que c'est vrai. Donc, il existe un principe constitutionnel, non écrit, comme ça, qui s'appelle le principe de fraternité. Et au nom... Qui est apparu donc en 2018. Qui est apparu en 2018. Principe constitutionnel au-dessus des lois écrites. Hein. Donc, au nom de ce principe non écrit que nous, Conseil constitutionnel, dégageons, et pour lequel il n'y a pas de recours, nous allons censurer une loi écrite, une loi votée par le peuple et par ses représentants. Parce qu'il y a marqué 3 fois le mot fraternité, et avec ça, on dégage aussi, on raccroche à d'autres principes. Vous savez, je me suis amusé, j'ai regardé le nombre de fois, le nombre d'occurrences dans la Constitution du mot souveraineté et peuple. Il est 3 à 4 fois plus important que le mot fraternité. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas fait primer le principe du souveraineté du peuple. Et la première des souverainetés du peuple, c'est sa délimitation, ses frontières, sur le principe inventé de fraternité. Donc vous voyez, ça nous amène à quelque chose, qui est que le droit aujourd'hui conduit, enfin ceux qui appliquent le droit, que ce soit les politiques qui le font voter, que ce soit les juges, mettent en place un droit qui est contraire à la communauté populaire, qui est contraire aux intérêts du peuple. Ce droit n'est pas juste, ce droit est illégitime, et s'il y a un avantage, un bienfait à cette crise, c'est que on a compris que le droit était complètement absurde, on a compris que les mesures, soit masques à l'extérieur, pas sanitaires, tout ça a été complètement absurde. Et non seulement ce droit est absurde, mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il est injuste. Donc il faut, à mon avis, repenser cette hiérarchie des normes, et ne plus mettre en haut des espèces de principes abstraits que quelques juges décident dans un espace clos d'interpréter à leur guise sans recours. Moi, je pense qu'il doit y avoir un recours, c'est le peuple. Pour ça, il y a des outils, il y a la possibilité du référendum, on peut envisager, comme ça se fait dans d'autres pays, peut-être des assemblées populaires ponctuelles sur certains sujets, et qui, elles, seraient au sommet de toute hiérarchie. Le plus important, c'est que, vous savez, le plus important tout en haut de la pyramide, c'est pas le droit, c'est le peuple et la justice du peuple. Voilà. Éric Zemmour, qui était jeune journaliste à l'époque, n'était pas encore écrit un livre sur le gouvernement des juges. Le coup d'état des juges, dans les années 90, avec Patrick Poivre d'Arvor, je crois. Vous pensez que ce sera un enjeu, enfin, indépendamment du cas d'Éric Zemmour, que ce sera un enjeu de la présidentielle qui arrive, sachant que ce sont quand même des questions un peu techniques ou philosophiques, mais vous pensez que les candidats sont capables de s'en emparer? Ça dépend lesquels. C'est-à-dire que les candidats qui veulent remettre en cause une partie du système tel qu'il est pensé aujourd'hui, des institutions, pour utiliser un mot qui rassure peut-être mieux, devront nécessairement s'attaquer à un nom ou à un autre au Conseil constitutionnel. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un comme Éric Zemmour, si demain il veut supprimer le droit du sol, il va faire passer une loi. Cette loi, elle va passer devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, depuis notamment son arrêt justice, c'est pas pour il la censurera. Je vous mets un billet, c'est il la censurera. Donc ça suppose que Éric Zemmour, ou tout autre candidat, Marine Le Pen, si ce candidat décidait sur cette mesure-là de la passer par référendum, ce qu'on n'a pas eu depuis 2005. Mais il y aura un problème aussi. Parce qu'il y a deux façons de faire un référendum. Il y a l'article 11, qui concerne des sujets bien délimités, et il y a l'article 89. Et pour ça, il faut passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Je suis pas sûr qu'il y ait donc il faut avoir une majorité. Donc ça veut dire qu'il faut passer par référendum. Or, a priori, avant que la loi référendaire ne soit soumise au peuple, c'est technique, hein, mais c'est très important. Alors ça ne s'est jamais vraiment, le cas ne s'est jamais vraiment présenté, mais le Conseil constitutionnel va être amené à se prononcer. D'après vous, le Conseil constitutionnel présidé par M. Laurent Fabius, ancien Premier ministre de gauche, d'ailleurs, petite parenthèse, ça hurlerait si on avait Stéphane Ravier, on s'interrogerait peut-être un peu plus sur la neutralité du Conseil constitutionnel si Stéphane Ravier, ou un ancien parlementaire, un ancien sénateur RN, ou même France Insoumise, était au Conseil constitutionnel. Là, on dirait que c'était pas très impartial, pas très indépendant. Je refais la parenthèse. Mais le Conseil constitutionnel, sur cette loi référendaire, peut faire un contrôle et dire, mais vous n'avez pas le droit. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est en plein dilemme schmittien, au sens Carl Schmitt,
qu'est-ce qui va primer? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est l'intérêt du peuple? Parce que là, pour le coup, le référendum est quand même au-dessus des juges, au-dessus des 9 petits juges du Conseil constitutionnel bien lotis. Est-ce que ce sont les juges qui vont primer? Est-ce que c'est leur vision de ce qui est juste pour notre peuple? Ou est-ce que c'est le président de la République qui est le garant de la Constitution? Ça aussi, c'est inscrit dans la Constitution. Va faire prévaloir son interprétation et va quand même forcer et soumettre au référendum cette proposition, admettons, qu'il y en ait une parmi plein d'autres, qui pourrait être de suppression du droit du sol. Donc vous voyez, en fait, quoi qu'il arrive, le Conseil constitutionnel est un verrou. C'est pour ça que je parlais du droit, mais en fait, c'est surtout le Conseil constitutionnel, est un verrou qui va à un moment falloir remettre en place. Alors, soit on le supprime purement et simplement, soit, j'en avais discuté avec un professeur de droit, soit en fait on le considère pour ce qu'il est, c'est-à-dire en fait une Cour suprême à l'américaine. Mais à ce moment-là, on le considère comme un organe politique. Et on assume le caractère politique. Donc on assume le caractère politique. Comme aux États-Unis où on nomme un exactement. On sait très bien que voilà, là il y a une majorité de juges républicains, on joue carte sur table, ou même à ce moment-là, on peut passer par une élection populaire. Ou alors, pour moi c'est la solution, si vous devez mon avis, la plus préférable, c'est on revient à ce qu'était le Conseil constitutionnel sous la 4e République. On l'appelait le Comité constitutionnel. C'est un gros mot, là, presque. Oh, la 4e République, c'est 1946-1958. Hein. Oui, le Comité constitutionnel donne des avis. Et ces avis restent des avis, point barre. Sur lesquels le président peut s'asseoir. Sur lesquels tout le monde peut s'asseoir. s'asseoir. Sa légitimité est supérieure. Mais bien sûr. Et encore une fois, vous savez, et moi je pense qu'une institution, la force d'une institution, la force normative du droit se définit par rapport à l'institution qui la porte. Ce qui fait que le décret est supérieur à l'arrêté, c'est que le décret, il est pris par le Premier ministre et l'arrêté, il est pris par le préfet. Ce qui fait que la loi est supérieure au décret, c'est parce que la loi, elle est quand même prise par l'Assemblée nationale, par le peuple. Ce qui fait que la Constitution est supérieure à la loi, c'est parce que c'est tout le peuple qui l'a décidé à un moment par vote référendum. Donc ce qui compte, c'est aussi l'autorité, à la fois sa force et sa légitimité. Et le Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, n'a pas la légitimité pour rendre les décisions qu'il rend et qu'il a rendues jusqu'alors. Et donc, le prochain président qui sera élu ne pourra pas, quel qu'il soit, quel que soit son programme, ne pourra pas, qu'il le veuille ou non, faire l'économie d'une tout dépend ce qu'il veut faire. Et d'une refonte des institutions qui le corsette dans son pouvoir et dans sa légitimité. Vous savez, si c'est Emmanuel Macron ou si c'est Xavier Bertrand, ils s'en accommoderont très bien. Je pense qu'ils n'y pensent même pas un seul instant et ils n'en ont pas besoin parce que fondamentalement, ils ne vont pas changer les choses. Si nous voulons fondamentalement, ils sont dans la même ligne que la. Oui, ils sont dans la même ligne. Bien sûr. Et ils n'ont pas l'intérêt. Pour eux, ils n'ont pas d'intérêt de bouleverser ce sur quoi les institutions sont construites. Par contre, effectivement, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un comme Marine Le Pen ou quelqu'un comme Éric Zemmour ou peut-être Dupont-Aignan. Nécessairement. Devrait. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait, vous savez, souvent, les révolutions partent contre les juges. On l'a oublié, mais en 1789, alors je veux bien que ce soit une histoire d'évolution de la miche de pain, du prix de la miche de pain, mais c'est aussi... c'est un peu plus long à expliquer, je ne peux pas y venir là-dessus, mais si vous lisez, par exemple... Guillemin en parle un peu, enfin, en fait tous les historiens, même Bainville en parle aussi, c'est aussi parce que le pouvoir royal en fait s'était beaucoup dépossédé, il était très endetté, et puis aussi accessoirement il avait délégué une grosse partie du pouvoir judiciaire à ce qu'on appelait des parlements. Alors les parlements, c'est pas des assemblées de gens, ce sont des juges itinérants, voilà, qui rendaient la justice, et la justice n'était pas rendue par le roi, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Alors, il pouvait se déplacer de manière exceptionnelle, mais se déplacer à l'époque pour aller reprendre un jugement à Marseille quand on était à Paris, bon, le roi n'allait pas se déplacer tous les 4 matins. Mais souvent, il ne faut pas sous-estimer le fait que quand le droit est aux mains des juges, c'est peut-être là où le peuple va se poser une question. Vous voyez, là, typiquement, une dernière parenthèse, on a beaucoup d'événements autour des violences urbaines et on voit des gens qui sont condamnés. Là, je voyais quelqu'un qui a été condamné 15 fois, il a 29 ans, dont 7 fois pour du trafic de drogue. Vous savez, le trafic de drogue, c'est 10 ans de prison. Quelqu'un qui est condamné 7 fois pour du trafic de drogue, je ne comprends pas qu'à 29 ans, il soit libre. Et je vais vous dire une chose, je pense que je ne suis pas le seul. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les juges, aujourd'hui, par manque de place de prison, parce qu'on a une société qui est ultra criminogène, pour des raisons que je ne vais pas redévelopper ici, et aussi parce qu'il y a une idéologisation de la part des magistrats, notamment le syndicat de la magistrature, qui considère qu'au fond, la prison est le problème et pas la solution. Eh
bien, vous voyez, en fait, peu importe ce qu'on fait passer comme loi répressive, si au bout de la chaîne, il n'y a pas la sanction pénale. Donc, on en revient toujours au même problème, ce sont les juges et leur application du droit. Donc, mécaniquement, que ce soit les juges du Conseil constitutionnel, que ce soit les juges du Conseil d'État, les juges de la Cour de cassation, il va falloir, à un moment, reprendre le pas sur les juges. Voilà. Alors, pour terminer, un mot pour finir sur un autre pouvoir qui s'est manifesté de façon particulièrement oppressive ou parfois envahissante dans cette crise, c'est le pouvoir médiatique, qu'on appelle le quatrième pouvoir. Parfois, vous y avez mis un pied en étant régulièrement l'invité de plateaux de télévision chez vous aussi, regardez. Sur une chaîne d'information, et chez nous aussi. Mais vous avez la particularité d'avoir été plutôt d'avoir jeté quelques pavés dans la mare de l'information en continu, et donc d'avoir vu un peu de l'intérieur comment ça pouvait se passer. Est-ce qu'ils ont joué un rôle vraiment majeur dans cette crise sanitaire et dans l'adhésion ou le consentement ou la soumission d'une majeure partie de la population, même si ça s'effrite, à cette doxa sanitaire que vous combattez? Les médias ont joué un rôle, presse écrite, presse audiovisuelle, à peu près toute la presse qu'on appelle la presse mainstream, en fait toute la presse, pour une raison qui est une raison structurelle. Qu'est-ce que c'est un journal? Qu'est-ce que c'est une télévision? C'est avant tout une entreprise. C'est une société commerciale. Quel est le but d'une société commerciale? C'est de vendre. Je ne vais pas vous apprendre que la presse est en crise. Et que la presse, surtout la presse écrite, vit de subventions. Donc le but, c'est de vendre. Pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour fait beaucoup parler aujourd'hui? Pas parce qu'il y a des gens derrière qui tirent des ficelles, alors il y a des gens qui sont peut-être sans doute intérêt, mais parce qu'il fait énormément vendre. Parce que quand Éric Zemmour vient, c'est un carton d'audience. D'accord? Si demain, vous avez... Parce que là, on parle d'une 5e vague. Si vous avez un article qui, généralement, est titré avec un titre un peu aguicheur, en disant « Ouh là là, une 5e vague arrive, c'est sûr, etc. » Les gens vont cliquer, les gens vont aller voir. Ce matin encore, c'était Santé publique France annonce officiellement reprise épidémique. Et voilà, vous avez ce genre de titre de la part de journaux, parce que le but, encore une fois, c'est de vendre. Et qu'est-ce qui fait vendre? C'est quand on génère du stress. Quand on génère du stress, les gens vont consommer de manière compulsive, vont aller voir, ils vont regarder 1, 2, 3, 4 articles, ils vont écouter un peu plus longtemps, peut-être BFM TV, pour être sûr que vraiment, oulala, ce variant Ultima, est-ce que c'est le dernier? Qu'est-ce qu'on a comme chance de mourir? Est-ce que ça touche beaucoup plus les jeunes? Vous savez, d'ailleurs, je fais une parenthèse, on nous dit ah mais là maintenant les nouveaux variants ils touchent les jeunes, c'est horrible. De plus en plus de jeunes dans nos services de réanimation. J'ai appris grâce au président du conseil scientifique qu'un jeune avait 60 à 69 ans. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de cette interview, les morts de 0 à 19 ans sans comorbidité, c'est 0. Et ceux avec comorbidité, c'est 18 ou 19. Donc il y a un effet... Il y a quelques cas dramatiques, rares mais dramatiques, comme de gens qui sont à 25 ans, 30 ans, même 40 ans. C'est jeune pour être dans un service de réanimation. Vous savez, je vais être obligé de citer quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais qui, pour le coup, a vu juste là-dessus. Staline disait « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'autres est une statistique ». Lui, il le dit dans un sens négatif. Moi, je le pense, justement... dans le sens du bien commun. Non, mais je le pense autrement, mais parce que je pense qu'en fait, parce qu'il y a deux façons d'interpréter cette phrase. Soit alors de dire on peut tuer des millions de gens comme ça sans aucun problème. Moi, je pense qu'en fait, si on se focalise uniquement sur l'individu et qu'on reste centré uniquement sur telle mort, tel service de réa, on ne voit pas les choses de façon générale. Vous savez, à force de n'être que dans le sanitaire, on finit par plus vivre du tout. Vous savez, ça a produit des contre-mesures quand même, ces histoires de masques et de confinement. On a quand même une perte de 40% des capacités cognitives pour les jeunes enfants. C'est énorme. On a des effets à long terme dont on ne mesure pas encore la portée. Le masque aussi, au-delà du caractère... presque physique, je veux dire, voir des gens masqués partout dans mon entourage, moi j'aime pas, plus le fait qu'il y a aussi peut-être des difficultés à respirer, il y a une autre façon de respirer maintenant, moi je ne veux pas de cette société, même aujourd'hui à l'intérieur, moi le masque je n'en veux pas, surtout quand aujourd'hui, je le répète, nous avons le vaccin. Et pour conclure sur le rôle de la sphère médiatique, c'est du coup seulement pour vous une logique économique de vendre, il n'y a pas eu une espèce d'adhésion, de principe
à une forme de domination sur la société qui est exercée par l'autoritarisme d'un politique déboussolé, par... Je ne pensais pas qu'il y ait d'autoritarisme. Alors, il y a un autoritarisme de l'État lié à un phénomène de panique et de déresponsabilisation que j'ai expliqué, mais je ne pense pas qu'il y ait de l'autoritarisme de la part de la presse. Oui, mais en revanche... on a vu tellement de médecins qui se... Ah, mais les médecins, oui. Il y a eu une forme de biopouvoir médiatique qui a émergé. Mais je vais vous dire pourquoi. Ça rejoint ce que je dis. Pour vendre. Parce que les médecins qui sont venus sur les plateaux télé, d'accord, que ce soit dans des grandes chaînes ou des émissions de talk-show, qui racontaient n'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'entendais encore Gilles Deray, là. Gilbert Deray. Pardon, pourquoi je pense à Gilles Deray vraiment, qui racontait n'importe quoi. Mais parce qu'encore une fois, ces gens-là sont devenus célèbres. Ces gens-là, vous savez, on a une image du médecin qui, au fond, est la suivante, c'est il gagne sa vie uniquement dans son petit cabinet à soigner les gens. Non. Ces gens-là sont payés pour faire des études, ils ont des cliniques privées, ils siègent à des conseils d'administration où ils ont des jetons de présence pour plusieurs milliers d'euros pour venir siéger 1h30, 2 heures et pour ne rien dire. Ils font des consultations privées à l'hôpital public pour certains. Ils font des consultations privées, parfois il y a aussi de l'arbitrage. Donc ça leur a donné un surcroît de notoriété énorme. Et c'est là où je vous dis, on revient sur ce que j'expliquais sur la presse, c'est qu'il y a un phénomène qui au fond est un phénomène lié à la société capitaliste, libéral, je ne suis pas un marxiste, mais vraiment qui est qu'au fond, on est là pour vendre. Donc sinon, on a une opportunité en tant que médecin de se faire connaître et donc de pouvoir se vendre un peu plus cher, ou pour la presse, d'attirer un peu plus l'attention et donc du coup de vendre un peu plus de services pubs derrière, on le fait. On le fait. C'est malsain, c'est très malsain. Mais c'est le système tel qu'il est conçu. Merci beaucoup, Pierre Gentier, de nous avoir exposé votre diagnostic presque clinique de juriste, d'avocat, d'enseignant sur la crise de l'état de droit, la crise de la représentation et puis ses prolongements dans les sphères politiques, médiatiques, en espérant que le diagnostic qui est toujours primordial et impératif avant de poser un remède sera la bonne étape pour la J'espère que cette crise sera vraiment l'occasion. J'espère que cette crise sera l'occasion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien, ce défi de la vérité. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à le partager. Et à très bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.